Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Ruth Elkrief est-elle complice du pouvoir? Alors avant de répondre, je pense que beaucoup vous avez la réponse, mais voyons malgré tout les pièces du dossier. Vous avez l'interview qu'elle a donnée face à Éric Zemmour. Et c'est une interview lors de la journée de la femme. Elle reproche à Éric Zemmour de ne pas suffisamment militer pour le partage égal des tâches entre femmes et hommes. Éric Zemmour lui répond de manière magistrale, mais vous êtes Joseph Staline Elkrief. En effet, de quel droit quiconque peut dire à un autre, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, dans un couple? Ce sont des aménagements. Alors, quand on est un homme, évidemment, on est tout de suite accusé de machisme ou Dieu sait quoi. Je tiens à dire que ce qualificatif ne me va pas très bien. Alors, pour une raison simple, c'est que moi, j'ai été autrefois professeur, agrégé de lettres, lorsque mes enfants étaient jeunes. Et donc, je me suis largement occupé parce que je travaillais 15 heures par semaine. Ma femme travaillait dans le privé et elle travaillait jusqu'à 50, 60 heures. Donc, normalement et de manière logique, j'ai pris en charge l'intendance. J'allais chercher les enfants à l'école, les devoirs, j'allais faire les courses, je préparais le repas et tout ce qui concernait le linge, eh bien, c'était une aide ménagère. Donc, ma femme ne s'occupait pas des tâches ménagères et je ne lui ai jamais reproché, et pour une raison simple, c'est que j'avais ce temps disponible pour les enfants et puis j'aimais bien ça, je me cultivais, j'avais toute une série d'activités, ça ne m'empêchait pas de m'occuper de mes enfants et de les nourrir. Après, quand ils ont été un peu plus grands, eh bien les choses se sont mieux réparties entre ma femme et moi. Donc vous voyez, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, j'ai envie de dire, c'est tout simplement la situation dans laquelle vous êtes. Donc si, si on était à 50-50, ma pauvre femme qui travaillait, parfois, quand je dis 60, parfois c'est 70 heures par semaine, elle aurait dû s'occuper à 50% des tâches ménagères. Donc vous voyez qu'on est dans du n'importe quoi. Et d'où elle parle, Ruth Elkrief? Je suis allé un petit peu fouiller dans ses revenus. Selon OIGM, elle gagne entre 15 000 et 20 000 euros par mois. Son mari étant chef d'entreprise, il doit gagner à peu près la même chose, voire plus. Ils doivent avoir des placements, donc c'est un foyer fiscal qui doit tourner entre 40 000 et 50 000 euros par mois. Donc ce sont des gens qui sont riches. Vous croyez que Ruth Elkrief, quand elle arrive le soir de son interview, elle va faire la vaisselle? Ou elle va repasser? Vous ne croyez pas qu'elle a quelques aides ménagères? Et c'est bien tout le problème. Je voudrais rappeler aussi une petite anecdote. Quand Madame Valérie Giscard d'Estaing, qui était princesse, a voulu faire peuple pour participer à la campagne de communication de ce mari, elle est allée tenir une casserole avec une cuillère en bois pour faire croire qu'elle cuisinait. Elle ne savait même pas où étaient les cuisines de l'Élysée et on a su après qu'elle ne savait pas cuisiner. Donc en fait, on a une grande bourgeoisie qui exige de la part de classes moyennes ou des classes les plus défavorisées un partage des tâches de 50-50 alors que, évidemment, ils n'ont pas à faire ces tâches ménagères, puisqu'ils ont, ils ont du personnel. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément agacé, et un certain féminisme bourgeois qui oublie de dire que les femmes ont exploité, pendant des siècles, notamment les bonnes qui venaient de Bretagne. Je tiens d'ailleurs à ouvrir une petite parenthèse. On était qualifié de bourgeois que lorsqu'on avait une bonne. Et cette bonne, comme je viens de le dire, venait de Bretagne. Les revenus étaient très faibles, entre 30 francs et 50 francs par mois. C'est ce que je lis dans Flaubert ou dans Maupassant. Et généralement, attachés à la famille, n'ayant aucune autonomie, c'était dans une certaine mesure des esclaves. Eh bien, ces gens qui continuent à perpétuer cette tradition nous expliquent à ceux qui ont moins d'argent, eh bien qu'il faut qu'il y ait un partage des tâches ménagères. Je les trouve notamment très cyniques. Je voudrais encore ouvrir une autre parenthèse, ayant habité pendant très longtemps en Asie. Eh bien, cette tradition se perpétue non pas avec des Bretonnes, mais avec des Philippines ou des Indonésiennes. Elles sont tout aussi exploitées, alors principalement par les Chinois, notamment les classes favorisées chinoises, mais aussi par les expatriés. Moi, j'ai connu des expatriés à Singapour, à Hong Kong, qui pouvaient avoir 2, 3 helpers. Vous aviez la gouvernante pour les enfants, vous aviez celle qui allait balader le chien, et puis celle qui faisait le ménage. Donc, c'était quelque chose d'assez courant, puisque les salaires sont très très faibles. Donc, Ruth Elkrief est très mal placée pour donner des leçons de sororité.
Voilà, ça c'était la première parenthèse. Et puis la deuxième, personne n'a le droit de dire ce qui doit se passer. Parce que ces gens-là sont même un jour, hein, nous filmeront dans les lits pour savoir si on a respecté certains dogmes féministes. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Ça, c'est la première pièce du dossier. Hein, c'est ce fameux féminisme woke qui permet d'attaquer Éric Zemmour et de faire le jeu d'Emmanuel Macron. C'est la première pièce. Deuxième pièce, l'affaire de la main. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, Ruth Krief est à un meeting d'Emmanuel Macron et il y a une main qui apparaît, donc un personnage hors champ, on ne sait pas qui c'est, et Ruth Krief, toute souriante, toute rouge, serre cette main. Les gens se sont demandé, mais qui est le personnage à qui Ruth Krief serre la main? Eh bien, très rapidement, Ruth Krief l'avoue, et notamment sur France Info, j'ai retrouvé l'article. Elle dit, c'était Emmanuel Macron, il était en retard, il était venu me saluer. Bon, on voyait bien qu'il y avait une complicité, une connivence entre Ruth Krief et Emmanuel Macron. Il se trouve que cette complicité, cette connivence était telle que Yann Barthès a fait une sorte de débunkage et a dit que ce n'était pas Emmanuel Macron. Alors on ne sait pas qui c'est, mais ce n'est pas Emmanuel Macron parce qu'il aurait une bague à une main et qu'on ne voit pas apparaître la bague. Bon, sachez que c'est ce qu'on appelle le faux indice. On vous fait croire que la personne a une bague alors qu'elle n'en a pas, et on vous dit, bah oui, puisqu'il y a une bague, là on voit pas la main, ce n'est pas lui. Donc ça, c'est vraiment le faux témoignage. Et Ruth Krief, 2 ans plus tard, contredit ce qu'elle avait dit à l'AFP et à France Info en disant, non, j'ai jamais serré la main d'Emmanuel Macron. Alors, ce serrage de main a été une tâche, évidemment, sur la carrière de Ruth Krief, parce qu'elle montrait bien que cette journaliste était très amie avec le couple Macron, qu'ils se connaissaient et qu'elle avait fait campagne pour lui. Et aujourd'hui, elle nous fait croire qu'elle n'a pas serré la main alors qu'elle a avoué qu'elle l'avait bien tenue, parce qu'elle veut de nouveau faire croire qu'elle est indépendante vis-à-vis du pouvoir. Et ça, c'est la deuxième pièce du dossier, qui est quand même, à mon avis, qui montre bien la complicité qui existe entre Ruth Krief et le pouvoir macroniste. Je voudrais aussi ajouter que son mari, qui a une entreprise dans l'armement, est très proche des milieux atlantistes, ceux dont j'ai parlé avec Raphaël Glucksmann. Elle est dans cette sphère-là et elle est un agent aussi d'influence atlantiste. Troisième pièce du dossier, eh bien, c'est le fameux interview qu'elle a donné face à Emmanuel Macron. Alors, cette interview, il est scandaleux à plus d'un titre. Si j'ai lu dans la presse en disant mais c'est normal que le chef de l'État soit interviewé. Oui, bien sûr, un chef de l'État peut être interviewé, notamment il y a une crise ukrainienne, et qu'il apparaisse de temps en temps à la télévision, c'est dans la logique des choses. Ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron, c'est qu'il profite de cette crise ukrainienne pour faire sa campagne. Il n'est pas là pour régler le conflit ou pour améliorer les relations entre la Russie et l'Ukraine, non, pas du tout. Il est là pour se faire réélire. Donc il y a une manipulation de l'opinion. Et donc, ce qu'on va reprocher à Ruth Krief, c'est de participer à cette manipulation, de ne pas casser le narratif de l'Élysée. Parce que c'est la fonction du journaliste, de dire attention, vous faites de la propagande, attention, vous faites de la communication, attention, ça, c'est de la langue de bois. Ça doit être le travail du journaliste. Or, elle ne le fait pas. Et vous voyez d'ailleurs un changement d'attitude, si vous visionnez cette séquence, où Ruth Krief ne coupe pas Emmanuel Macron, elle le laisse dérouler son narratif, elle lui pose des questions qui ne sont pas très gênantes, elle ne remet pas en cause le rôle qu'il a joué lors de l'intercession avec Vladimir Poutine. Donc, en fin de compte, elle participe et elle met en valeur Emmanuel Macron. Alors, c'est la première chose qui évidemment, on le sait, c'est ce qu'on appelle la presse mainstream, la presse aux ordres. Mais il y a pire. Comment se fait-il qu'elle ait participé, j'ai envie de dire, à ce simulacre? Car où se trouve Emmanuel Macron lorsqu'il prend la parole? Il est dans son QG de campagne. Autrement dit, il y a le mélange des genres entre le chef de l'État et le candidat aux élections. Et vous avez derrière Emmanuel Macron 2 affiches. Alors, la première affiche sur la gauche, je n'ai pas pu exactement l'identifier. Nous voyons des Africains et je pense que c'est une affiche pour réfugiés africains ou une ONG qui donne aux Africains. Donc, en mettant cette affiche sur la gauche, Macron nous donne la tonalité de son interview. Il va parler d'humanitaire. C'est un inconscient, il va le développer. Derrière lui, il y a une affiche En marche avec vous. Alors, c'est le slogan le plus creux que je connaisse.
Et vous avez cette phrase qui est, comment dirais-je, assez étonnante, hein, comme slogan sur l'affiche. Découvrez la voix des Françaises et des Français et faites entendre la vôtre. Alors, pour moi, c'est au-delà du réel. Parce qu'il y a bien quelque chose du septennat d'Emmanuel Macron, c'est que les Français n'ont jamais été écoutés. Ils ont été sacrément tabassés par les forces au service du pouvoir, mais certainement pas écoutés. Je rappelle que lorsqu'il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, Macron, pour allumer un contre-feu, a demandé aux Français d'écrire ce qu'ils désiraient dans des fameux cahiers de doléances. Il se trouve qu'il y a 400 000 pages, plus de 10 000 cahiers qui dorment dans les archives des départements. Alors j'avais lu que certains avaient disparu, hein, avaient été jetés. Bon, il en reste quand même quelques-uns dans les archives, et ils n'ont servi à rien. On les a jamais exploités. Macron n'a jamais exploité la parole des Français. Et c'est bien ça, Macron. C'est-à-dire que quand il commet une erreur, il vous dit exactement l'inverse. C'est-à-dire, je n'ai pas écouté les Français, ben je vais vous écouter. Hein, il maquille ses méfaits en une position qui s'appelle de la propagande pure. Je vous écoute alors qu'il ne nous a jamais écoutés. Dans l'interview qu'il livre à Rutel-Krief, vous avez les mêmes éléments, notamment dans la situation avec Poutine. Alors, je voudrais rappeler brièvement, d'abord, il manipule nos émotions en nous disant, attention, hein, il y a une grande inquiétude, mais il ne faut pas être angoissé parce que je vais gérer. Hein. Alors, cette guerre avec Poutine, comment il gère en faisant de l'humanitaire, en apportant des vivres ou en accueillant des réfugiés. Donc, autrement dit, si on lit exactement ce qu'il dit, il n'a aucune influence sur le conflit. Il essaie de nous manipuler avec le nucléaire en nous expliquant qu'il y a peut-être une guerre, mais qu'il va tout faire pour l'éviter. Or, il n'y a pas de guerre contre la Russie, puisqu'en même temps, si je puis me permettre, il nous dit qu'il n'y a pas de guerre avec la Russie. En même temps, il nous évite une guerre, mais il n'y a pas de guerre. Donc c'est toujours cette contradiction, cette imbécilité. Il dit le tout et son contraire dans une même phrase, hein, et il faudrait le croire. Et puis après, vous avez les manipulations anti-Poutine, hein, puisqu'il reproche à Poutine son cynisme et sa manipulation. Deux adjectifs qu'on lui reproche dans cette situation de guerre avec l'Ukraine, hein, puisqu'il manipule l'opinion française pour se faire réélire alors qu'il n'a strictement aucune influence sur le conflit. Au contraire, il a mis plus de l'huile de le feu et il est en partie responsable parce qu'il n'a pas fait appliquer les accords de Minsk. Et en effet, il accuse Vladimir Poutine de cynisme parce qu'il veut mettre en place des couloirs humanitaires et notamment vers la Russie. Et il ajoute, vous croyez que les Ukrainiens aimeraient se réfugier en Russie? Rutel-Krief, évidemment, laisse dérouler ce narratif, elle ne le contredit pas, elle le laisse faire. Je tiens à rappeler, et c'était d'ailleurs la thèse de ma dernière vidéo, qu'à l'Est, il existe des Russes, et nous sommes donc en face d'une guerre civile. Et les couloirs humanitaires, notamment si je prends l'exemple de Mariupol, la ville de Mariupol, c'est une ville qui est occupée par des Russes et des russophones. Et vous avez aussi une grosse communauté grecque. Ces gens sont réprimés non pas par l'armée russe, mais par le bataillon Azov, qui est un bataillon qui a des sympathies nazies. Xavier Moreau, d'ailleurs, les appelle les ukro-nazis. Macron fait tout pour que cette histoire de bataillon nazi n'apparaisse pas à la presse française en disant c'est n'importe quoi, c'est de la propagande. Non, c'est pas de la propagande, ce sont des faits qui ont été révélés d'ailleurs, si vous cherchez sur Internet, par la télévision allemande, hein, qui a largement dénoncé notamment la corruption des élites ukrainiennes et notamment les sympathies nazies d'une partie de Pravi Sector, de Svoboda et de ce bataillon Azov. Ces fameux bataillons de répression. Et donc, ces gens-là, quand on fait des couloirs humanitaires, ils ne pensent qu'à une chose, se réfugier en Russie. Je rappelle qu'il y a 350 000 russophones russes qui se sont déjà réfugiés en Russie. Et on a appris ce matin dans le Figaro qu'ils sont très nombreux, quand il y a eu ces couloirs humanitaires, à se réfugier en Russie, parce qu'ils craignent justement la répression et les persécutions de ces bataillons ukro-nazis. Donc, Rutel-Krief ne le contredit pas, elle conserve le narratif et lui peut accuser Poutine de cynisme, alors que le plus cynique des deux, c'est bien évidemment Emmanuel Macron. Macron, vous avez l'habitude, dès qu'il est accusé quelque chose, il est accusé de quelque chose, il finit par accuser son adversaire de ses propres turpitudes. Il rejette toujours la faute sur les autres. C'est vraiment un sale type. Et moi, dans notre question, est-ce qu'elle est complice du pouvoir? Oui, elle est complice du pouvoir. D'abord parce que elle est liée au clan Macron depuis très longtemps.
elle va dans son QG permettant à Macron de faire sa campagne et elle ne contredit pas son narratif. Vraiment, il est temps que ces journalistes disparaissent. Bien à vous!